Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver dans le cadre de ce magazine Noticia, le magazine de la rédaction de Numérica Télévision qui commente et analyse l'actualité sous toutes ses formes en République démocratique du Congo. Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir un élu national. Il est élu de Katakokombe dans la province du Kasaï oriental, ancien vice-président de l'Assemblée nationale, député national Christophe Lutundula, c'est son nom. Il a donc fait parler de lui comme toujours d'ailleurs. Cette fois, c'est avec sa question orale, avec débat adressé au vice-premier ministre, ministre qui est en charge l'intérieur en RDC, Évariste Bochab. C'est avec lui que nous allons commenter l'actualité et puis parler en détail de cette question orale adressée au ministre, au patron de la territoriale en RDC. Monsieur le député, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Sinon, après cette question orale, comment vous vous sentez moralement, politiquement? Comme d'habitude. Des attaques à gauche, à droite, un peu attaques aussi un peu personnelles, on va dire, à la limite. Je crois qu'il faut vivre sa société et la prendre telle qu'elle, avec beaucoup de philosophie. Sinon, on n'avance pas. Et comme je l'ai dit en plénière, l'insolence, l'impertinence, les invectives, les attaques personnelles, ce sont des signes de faiblesse. Dans ma vie, j'ai toujours eu du mépris à l'égard des personnes qui adoptent de tels comportements et ceux qui, à l'égard de ceux qui les commanditent. Je crois que nous aurons beaucoup de problèmes dans notre pays. Nous avons vécu longtemps dans une culture, celle d'un régime autoritaire, dictatorial, et ça a façonné un peu notre être, notre façon de percevoir le politique. Donc il faut avoir de la patience, comme je n'ai cessé de le dire, la transition institutionnelle formelle, elle est terminée, 1+4, mais la transition des mentalités, des cultures politiques, elle prendra beaucoup de temps. Rappelez-vous, à l'époque de la révolution chinoise, il y a eu un moment qui était consacré à la révolution culturelle. Je pense que pour nous, peut-être à l'avenir, où ça se fera graduellement, cette révolution culturelle, que nous ne sentons peut-être pas, arrivera un jour et nous allons être au rythme de la vraie démocratie. Voilà, ainsi dit, on va parler maintenant de votre question orale adressée au ministre de l'Intérieur, alors que le train des élections a été mis en marche par la Commission électorale nationale indépendante, notamment par l'ouverture des bureaux de réception et traitement des candidatures pour les élections provinciales. Vous adressez une question orale au ministre de l'Intérieur. Vous exprimez des inquiétudes par rapport à ce calendrier qui est d'ailleurs jugé contraignant. Est-ce que vous pouvez encore le redire pour que ceux qui n'ont pas eu l'occasion de saisir cette question orale lors de la plénière et des discussions en plénière puissent comprendre le sens de votre démarche? Je crois qu'il faut prendre du recul. Ça fait pratiquement une année et demie que je me suis mis à réfléchir à haute voix, à travers les médias, pour soulever un certain nombre de questions liées au processus électoral tel que il a été conçu par la CENI, institution attitrée. En effet, c'est l'année dernière, je crois au mois de mars, que la CENI est arrivée à l'Assemblée nationale avec des scénarios d'organisation des élections. Elle a exposé ça aussi au public. À mon avis, il y a deux aspects. Il y a l'aspect purement technique, qui me paraît le premier aspect, pour ne pas dire le plus important. Nous avons voté un budget l'année dernière qui a été promulgué en janvier. Dans ce budget, on a prévu des crédits pour les élections, à peu près 233 milliards, ça peut faire à peu près 200 quelques millions de dollars. Quand la CENI a sorti son calendrier, on nous a dit c'est 1 milliard poussière. Donc vous voyez... 1 milliard 400 000. Voilà.
l'écart est trop grand. Première question, d'où viendra le reste pour organiser les élections, les 7 scrutins qui sont initialement prévus? C'est une question qu'il faut se poser. Deuxième élément, le partenaire extérieur, ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis la conférence nationale, lorsqu'on a mis en place la CENI de feu le professeur Bameya, les partenaires ne nous ont jamais dit, en tout cas, ils ne se sont jamais montrés chauds pour intervenir sur les scrutins au niveau de province et surtout au niveau local, municipal et ainsi de suite. Mais dans ce cas, vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement avait décidé de financer ces élections. On en vient. Le gouvernement a décidé de financer. Je vous ai dit que le budget en vigueur ne prévoit qu'un montant tout à fait dérisoire. OK? Et le gouvernement lui-même nous dit à longueur de journée qu'il faudra un appoint qui vient de l'extérieur. Donc ce que vous dites là, ça pose problème. Et aujourd'hui, par rapport aux paramètres des finances publiques, ce n'est pas si rassurant. Les produits pétroliers donc ont subi une chute libre sur le marché international, telles que les recettes qui proviennent des pétroliers producteurs qui participent à un concurrent de 10%, c'est beaucoup, au budget national, ont subi une perte de pratiquement de 60%. Et on peut continuer avec d'autres recettes fiscales. Nous sommes au 3e trimestre passé. Si vous voyez le bilan de régie financière, c'est pas si réduisant. Donc là aussi, on ne peut pas balayer ça de revers de la main. Et donc, il y a cette première inquiétude. Les financements des élections, nos capacités financières. Bonne interrogation. Hypothèse optimiste, nous obtenons un financement, ne fût-ce que par le jeu de l'emprunt. Nous empruntons de l'argent. OK? C'est terminé. Nous avons sur le marché de l'emploi public des effectifs supplémentaires qui venus des élections, c'est-à-dire en fait les élus locaux, communaux et urbains. C'est-à-dire en fait, on va en parler, nous passons de 11 provinces, c'est-à-dire 11 assemblées provinciales, 11 gouvernements, oui, à 26. C'est-à-dire que, prenons un cas très simple. Actuellement, conformément à la loi organique relative qui fixe le principe de l'autonomie de province, les provinces ont chacune droit à un gouvernement de 10 membres. Donc actuellement, 11, ça vous fait combien? 110 membres. Nous passons à 26 provinces, c'est-à-dire que nous aurons 260 ministres provinciaux supplémentaires avec cabinet. Je prends les paramètres les plus simples. Hein. Ça augmente le budget, ça va obérer le budget de l'État, même si vous le prenez au niveau de province. Il y a un élu de la majorité qui a proposé que le quota alloué aux provinces seront divisés par les nombres. Madame, vous démembrez. Des provinces, par exemple dans le Katanga, il faut le découper par 4. Attendez là. Ou le Bandundu par Attendez là, par j'entends les gens dire ça. Prenons le Katanga. Le Katanga a un budget avec des chiffres. J'exagère le Katanga à 2 milliards. Ok? J'exagère, vraiment j'exagère pour vous mettre à l'aise. Alors on dit, les 2 milliards actuels, on les divise par 4. Ça signifie 500 millions de dollars. Ok? Ça veut dire quoi? Qu'on n'a pas ajouté de l'argent. Mais on a ajouté des effectifs. Des provinces qui vont aussi faire en sorte de pouvoir... Oui, vous aurez autant de cours d'appel, autant... si vous voulez des parquets généraux, autant de services provinciaux de la DGM. Chaque province va produire... Attendez avant d'arriver là. Vous comprenez? Voilà. Donc, démembrer la pauvreté, vous la multipliez à autant d'entités démembrées. C'est cela la vérité. J'ai toujours dit que dans ce pays, la décentralisation, l'autonomisation de province, ce n'est pas le transfert de richesse. Permettez, c'est le transfert des charges. Et des charges qui donnent le cauchemar parce que nous n'avons pas l'argent. Notre budget voté, j'exagère encore pour vous mettre à l'aise, chiffrons 10 milliards.
Mais en termes de réalisation de recettes, demandez ceux qui sont dans le domaine. Moi, j'ai un master en finances publiques, mais je n'ai jamais pratiqué finance publique. On n'arrive jamais à réaliser 9 milliards, 8 milliards de dollars. Donc, laissez-moi terminer là. Vous me posez une question importante. Pourquoi ai-je interpellé? Ça, c'est une autre inquiétude qui est vraie. Troisième inquiétude. Les élections sont une matière de haut intérêt national. Il est absolument... L'adhésion de tout le monde. En tout cas, le plus de consensus possible. Et pour nous, cela est d'autant plus important que malheureusement, par une mauvaise organisation du scrutin, la légitimité des mandataires publics actuels a été entachée de contestation. Nous ne pouvons pas être un pays qui, à chaque cycle électoral, doit connaître de contestations, doit connaître des situations, si vous voulez, de conflagration politique, alors que chaque fois qu'il y a de bonnes élections dans un pays, comme il y en a eu au Nigeria, nous sommes tous en train de regarder et de féliciter. Nous ne devons pas être un pays, un peuple, qui depuis plus de 50 ans ne fait que discuter constitution et ainsi de suite, élections. Donc, il m'a paru important qu'au-delà des appartenances politiques, qu'il y ait un débat pour permettre d'abord aux décideurs d'expliquer, de communiquer, ensuite aux autres membres de la classe politique, parce que n'oublie pas que l'Assemblée et le Sénat, nous sommes en fait l'échantillon de la classe politique, de la société civile. Monsieur... Si vous êtes terminé, s'il vous plaît. Et donc, il était absolument nécessaire de décanter la situation, de décrisper, de sortir les gens de frustration parce qu'on ne parle pas. Et je suis désolé de voir que la CENI, en qui nous avons placé notre confiance en matière des élections, commet la maladresse de se mêler à un débat comme celui-là. On a l'impression que la CENI devient notre contradicteur, en oubliant même qu'au-delà de l'indépendance, il y a l'obligation de neutralité. Non, attention. Donnez l'occasion est-elle indépendante, oui ou non, la CENI? Vous donnez l'occasion de préciser les choses. C'est un organe indépendant. Une institution indépendante. La CENI est indépendante en ce qu'elle décide sans injonction. Mais la CENI ne peut pas, en vertu de son indépendance, empêcher les autres institutions de la République d'assumer les responsabilités, les prérogatives constitutionnelles qui sont les leurs. Et j'ajoute, permettez, c'est très important ça, j'ajoute que la CENI est une institution administrative technique. Elle collabore à un processus pour l'améliorer. Enfin, êtes-nous d'accord? Quand ça barde, quand il y a contestation, c'est pas la CENI qui sort. Moi, je suis de la majorité. C'est un bon gouvernement qui en endosse la responsabilité. Les militaires, les policiers, les gens de service de sécurité, avec ce malheur, que si ceux qui nous regardent sont mal disposés, c'est sur ces services de l'État qu'on se décharge. On va évoluer, monsieur Christophe Lutundula. Vous posez un problème de fond qui n'est pas, du reste, tout à fait mauvais, ce problème que vous relevez. Vous proposez quoi à la place? Puisqu'il se pose un problème de financement, un problème de paix, la paix qui doit être préservée, de l'adhésion de tout le monde et l'inclusion, on va dire le plus grand nombre des Congolais à ce processus électoral. D'abord en ce qui concerne le financement, puisque ça va coûter cher à la République d'organiser ces élections, il faut trouver ce financement. Il y a des élections locales, provinciales, le sénatorial, et puis jusqu'aux élections présidentielles et législatives. Quelles sont les propositions concrètes que vous avez apportées, puisque vous émettez des inquiétudes? J'en viens. Il n'y a pas que la dimension finance, parce que nous étions que du côté technique. Parce que je voudrais dépassionner le débat. Il faut voir nos réalités en face. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, le gouvernement de la République a des difficultés à poursuivre le programme de construction des écoles et de centres de santé? Un programme extrêmement important que le président de la République a ordonné au gouvernement et qui se réalise, que nous tous on encourage. La deuxième phase n'a pas encore démarré. Est-ce que vraiment ces millions de dollars que l'on peut avoir ne ferait pas mieux d'aller vers l'amélioration des conditions de vie de la population? Bon, c'est une option politique, je la respecte. Un deuxième aspect de la question, le côté politique. Il y a des provinces, des territoires, à l'Est particulièrement,
particulièrement le Nord Sud Kivu, où les élections au niveau local ne seront pas neutres. Ça nous renvoyera la figure sur la table. La question de pouvoir ne sera pas neutre. C'est ce que j'explique. Nous renvoyerons la question de pouvoir coutumier, la question de participation de tel clan, de telle tribu, et ce n'est pas facile. Moi, je suis d'un territoire, d'une province qui est calme. Là, qu'on le veuille ou non, le gouvernement a mis le paquet, le président Kabila a mis le paquet, la pacification se fait, mais ça ne signifie pas que tous les problèmes sont résolus. Voilà le côté sécuritaire. Ceux qui travaillent dans la sécurité peuvent en parler avec plus d'autorité. Donc qu'on ne prenne pas ça à la légère, ne mettons pas le feu à la maison. Alors, que nous sommes en train de... J'en viens. Il faut d'abord qu'on comprenne les enjeux. Il y a un enjeu sécuritaire certain. Est-ce que vous savez qu'il y a des secteurs, pas au Kivu, dans d'autres, qui n'ont en tout et pour tout qu'une avenue, un secteur, une avenue, avec des clans qui sont de groupement. L'assiette fiscale, ce sera laquelle? Qu'est-ce que ça va donner en effet de boomerang? La pression fiscale, la pression des prélèvements obligatoires sur les populations, moi je parle comme député de l'intérieur, vont s'augmenter. La maman qui a sa botte de riz, de feuilles de manioc, le jeune homme qui n'a pas d'emploi et qui vend de la viande buccanée, de poissons fumés, on va frapper. Actuellement, toutes les provinces ont ce qu'on appelle des directions des recettes provinciales. Moi, je suis député, les collègues m'entendent. On reçoit des coups de téléphone, les gens de la DGRP sont passés au village, on a ramassé le poule, on a ramassé... Et là, comme quelqu'un de la majorité, je dis, nous ne pouvons pas nous piéger nous-mêmes. Nous ne pouvons pas poser devant nous des bombes à retardement. C'est-à-dire pour l'instant, la République n'est pas prête à... Moi, je considère, et j'en viens aux solutions. Si on veut donner de la chance à la décentralisation, à l'autonomisation de provinces, il faut procéder autrement. Je voudrais lever une équivoque. Il n'y a personne aujourd'hui qui peut contester la pertinence de la décentralisation et de l'installation de nouvelles provinces. Vous l'avez soutenu d'ailleurs. Oui, d'autant plus que je suis fédéraliste. Moi, j'ai mes convictions. Le Congo sera un pays à large autonomie financière, à la limite du fédéralisme, et il sera développé, ou il ne sera pas, et on va tourner en rond. Mais regardez la Belgique. Un pays, vous savez que le PIB de la Belgique est supérieur à celui des pays de l'Afrique au sud du Sahara, moins le Nigeria et l'Afrique du Sud. Ils ont beaucoup d'argent. La Belgique, pour arriver à ce stade actuel, a fait plus de 50 ans. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Premier élément, pour le local, le communal et le municipal, il faut le reporter. Et parce que les gens sont pressés, après 2016. Ma proposition, j'en viens, parce que les gens sont pressés. La proposition, c'est qu'il faut le reporter et on vide d'abord le contentieux de la constitutionnalité de la position actuelle des assemblées provinciales, du gouverneur de province et du Sénat. Ça n'est pas normal, et je l'ai déjà dit à la tribune de l'Assemblée nationale, que nous puissions avoir des assemblées provinciales, un Sénat de gouverneurs de province qui sont là, tout simplement parce qu'il y a la continuité de l'État et qui vont faire 5 ans. Vous voyez, laissez-moi exposer le schéma. Le risque, c'est que l'on ne puisse pas, dans le délai, en même temps, installer ces nouvelles provinces et organiser les élections locales. Non, c'est pas ça, j'en viens. Laissez mon schéma. Donc, on vide ce contentieux-là, on remet les institutions provinciales et nationales à niveau du point de vue de la légitimité populaire. Parce que notre démocratie, c'est une démocratie à légitimité populaire. Encore qu'il n'y a pas de démocratie, ils ne sont pas en légitimité populaire. Vous comprenez? Et donc, nos mandataires publics, ce sont des mandataires qui doivent être obligatoirement des mandataires publics élus. On règle ce problème. Alors, entre les sénatoriales, grosso modo, la CENI a prévu, je crois, au plus tard, au mois de février, nous allons nos sénateurs. Et les législatives et la présidentielle, si on tient, on peut faire le local et le municipal. Le temps aussi pour le gouvernement de les budgétiser. Parce que je vous ai dit que le budget actuel n'a pas prévu ça et que jusqu'à maintenant, au mois de mars, au mois d'avril, nous n'avons même pas encore la loi rectificative du budget. Donc le gouvernement lui-même
est devant des réalités qui le dépassent. Alors, pour ce qui concerne la mise en place, l'installation de nouvelles provinces, oh, j'ai entendu les gens qui ont raconté des histoires pour faire bonne impression, que moi, j'ai soutenu les provinces, j'ai voté la loi, tout ce qu'on a dit, je trouve ça que c'est un peu comme dit un aîné Alexis Tambemwamba, souvent, ce qui est excessif et dérisoire, et j'ajoute ridicule. Nous avons voté des lois. Je vous dis que l'autonomie des provinces, c'est une option qui a été levée depuis 1960. Prenez la loi fondamentale, prenez la Constitution 64, même le président Mobutu qui a recentralisé ou qui a centralisé vers la fin de son règne, comité central bien père parti État, on a commencé avec la décentralisation qui a été matérialisée par la loi Vundwawe. À la CNS, à Sun City, on est allé dans les... Donc c'est une option irréversible. Je ne suis pas non plus contre les élections, parce qu'on dit on a peur des élections, mais il n'y a personne qui gagnera partout les élections. Et puis gagner les élections, ce n'est pas ça qui conditionne la vie d'un être humain, et surtout pas d'un politique comme moi. J'ai des idées, je dois les défendre. Mais ce qu'il y a aujourd'hui, quand vous mettez en place 26 provinces, en même temps, on nous a dit à 120 jours. Bah, maintenant, il reste 2 mois seulement. On a dit que alors, même à 1 mois, on va... Oui, c'est bien, moi, ça me fait seulement plaisir. Ça m'amuse beaucoup quand j'entends des choses comme ça. Je vais vous donner un cas. Nous passons de 110 ministres provinciaux à 260. Nous passons de 11 assemblées provinciales à 26. De 11 gouvernements provinciaux à 26. Et tout ça, vous me dites que d'ici le mois de juin, le décor sera planté, ça va marcher. Et après 6 mois, on nous dit réaliser ça. On vous a laissé tout le temps de pouvoir expliquer et faire comprendre à nos téléspectateurs l'objet même, le sens, le bien fondé de votre question orale. On ne va pas se retrouver comme dans un auditoire où vous nous enseignez finalement. Voilà. Permettez-nous de continuer. On est quand même sur un plateau de télévision, c'est une émission et on n'a pas tout notre temps. Mais et maintenant que vous dites ce que vous avez dit tout à l'heure, les contraintes, etc., comment faut-il procéder finalement? Pourquoi avoir d'abord attendu si longtemps pour pouvoir vous exprimer sur une question aussi capitale alors que la CENI a déjà ouvert les bureaux de réception et de traitement des candidatures? Pourquoi aujourd'hui seulement? Est-ce que, on va dire qu'avant, à la majorité présidentielle, il n'y a pas eu un vrai débat sur cette question? Il y a eu déficit de communication entre vous, de débat en interne, pour qu'aujourd'hui vous puissiez prendre individuellement la responsabilité de mettre sur la surface, de remettre sur la surface cette question liée aux contraintes par rapport aux élections. Je vais vous répondre de manière simple, mais je voudrais ajouter sur la question de tout à l'heure. Moi, je propose pour l'installation de provinces qu'on poursuive la philosophie du départ. Déjà à l'époque du président Mobutu, graduellement, on peut choisir 2, 3 provinces. On découpe et après on découpe. Le découpage est déjà fait. On installe voilà, à la faveur des élections générales. Lui de faire en 2 étapes, ça coûte beaucoup et on aurait pu en parler. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Non, madame, je n'ai pas attendu si longtemps. Non, attention. L'année dernière, dès que la CENI a présenté le scénario à l'Assemblée, rappelez-vous, pas vous journaliste, je suis monté à la tribune. J'ai défendu la même thèse. Après, j'ai fait une émission de télévision avec votre concert, si vous l'autorisez, magique, à la télévision, l'ambassadeur Moutamba, à Biwan. Il n'y a pas un mois. Il y a à peine un mois. J'ai publié une tribune dans Le Potentiel qui a été repris par d'autres journaux. Et ceux qui me suivent savent que ça fait 1 an et demi que je défends la même thèse. J'ai fait des émissions de radio avec Eric Ambango, Top Congo, avec... on ne va pas faire la publicité. Mais voilà. C'est vrai que la concurrence, elle est loyale. Parce que vous m'amenez à parler. La concurrence, elle est loyale, mais on ne va pas faire la publicité. Aujourd'hui, je fais avec de nos confrères que l'on respecte beaucoup. Aujourd'hui, je fais avec vous, vous comprenez? Oui. Donc, je suis dans la ligne de ce que j'ai toujours dit et je vais continuer
Vous savez... C'est-à-dire que vous n'avez pas été entendu, ou vous avez mal posé le problème non, je l'ai posé dans à la même terme. majorité présidentielle. Je n'ai pas été entendu. Mais il faut faire la nuance des choses. Moi, je ne veux pas parler de ma famille politique. Je suis de la majorité. Et je compte continuer mon action politique dans le cadre de la majorité. Il y a eu des échanges à des niveaux auxquels je n'accède pas. Des échanges qui n'ont pas porté des fruits? À des niveaux auxquels je n'accède pas, c'est normal. Moi, je ne suis pas dans les cercles concentriques le plus proche du président. C'est très clair. Je ne déplore pas. Si vous n'accédez pas, Aubin Minakou est au moins le secrétaire général de la majorité. C'est votre président de l'Assemblée nationale. Madame, faut faire attention. Vous aurez dû vous entretenir peut-être aussi avec lui. La majorité présidentielle, c'est une des familles politiques de la République. Ouais. Un débat comme celui-là ne doit pas se terminer au niveau de la majorité. Il peut se terminer au niveau de la majorité si dans l'opinion, ce qui est fait est accepté par tout le monde. Regardez la loi électorale de décembre-janvier. Vous avez suivi par ces journalistes. J'ai pris position. J'avais proposé à la tribune de l'Assemblée nationale qu'on élague l'alinéa 3 de l'article 8. Ça n'a pas été accepté. Beaucoup m'ont traité comme aujourd'hui, injure, n'importe quoi. Mais en fin de compte, ce soir-là, qu'est-ce qui a été fait? Vous êtes journaliste. Qu'est-ce qui a été fait? On m'a donné raison. Vous savez, sur ça, je ne veux pas me décourager. Je prends l'exemple de Copernic. Vous connaissez Copernic? Cet astronome polonais qui, il y a très longtemps, avait dit que la Terre tournait autour du Soleil. Et puis, on a dit, il a raconté des histoires. Ben, il a été pendu. Vous le savez. Mais par la suite, qu'est-ce que les scientifiques vont dire et qu'est-ce qu'on a appris? Je ne suis pas Copernic. C'est tout simplement pour vous dire que je n'en ai pas l'ambition, la prétention, non. Je suis un petit monsieur. C'est pour dire que il faut toujours se méfier de l'accord social. C'est pas parce que la majorité dit comme ça que c'est comme ça. La démocratie... Alors le vice-premier ministre... Je termine sur ce point-là. Oui. La démocratie, oui, c'est la loi de la majorité, mais c'est encore mieux si elle est en même temps la raison de la majorité. Le vice-premier ministre était à l'Assemblée nationale, il a répondu à vos préoccupations. Le gouvernement va financer les élections. Entre-temps, la CENI, l'abbé Apollinaire Maloumalou l'a rappelé encore qu'il n'y aura pas de modification. Est-ce que vous êtes un peu déçu de tout ça pour que toutes vos préoccupations ne sont pas prises en compte? Ça veut dire qu'on ne prendra même pas en compte ce que vous avez dit par rapport à ce calendrier? Il y a une double déception. D'abord, côté de la CENI. Moi, je dis que la CENI, c'est vraiment l'institution qui est le garant, non seulement de l'irréaboutissement du processus électoral, mais le garant de la paix civile. Je crois qu'à la CENI, on doit se rendre compte de ça. Et la CENI d'aujourd'hui, je l'ai dit quand M. Labé Maloumal a été désigné à la CENI, que le défi qui lui est lancé, et par l'Église catholique et par l'opinion, c'est finalement de laver l'affront du passé. Faire que le Congo devienne comme le Sénégal. La CENI s'est engagée à organiser des élections. Alors, mais que je vois... Des élections qui ne seront pas tranquilles. Je vais dire que ceci. Je crois que la CENI doit observer la réserve, la retenue. Quand il y a un débat, même si sa position, c'est mieux de voir la classe politique et la société civile discuter. Quand la CENI prend part au débat, ça nous pose un problème de garantie de neutralité. Et le vice-premier ministre Évariste Bouchard, le vice-premier ministre, je l'ai vu parler, il a parlé de bonne foi. Et je lui ai dit, vous m'avez suivi, je ne doute pas de la volonté politique du gouvernement de mener à bien le processus électoral dont il a la charge d'apporter le soutien financier, matériel et sécuritaire. Il y a des choses que le gouvernement a faites qu'il faut accepter. Mais le vice-premier ministre Bouchard se trouve face à des problèmes qui le dépassent. Alors là, est-ce que vous ne pensez pas que le peuple est à la fois embarrassé? Quel est l'intérêt de la population congolaise dans tout ça? D'une part, le gouvernement qui dit qu'il va financer. De l'autre part, vous analysez autrement la manière d'organiser les élections, le processus électoral en RDC avec l'installation des nouvelles provinces. La CENI qui dit qu'elle va organiser les élections. La population, ma foi, est embarrassée face à toutes ces points de vue et ces prises de position, monsieur le député. Le fait que me donnez raison, c'est pour ça que je dis qu'il faut un débat républicain. Si vous m'avez lu dans la presse écrite, j'avais dit, j'ai pris un engagement, et je suis heureux, j'en remercie le président Minakou, d'initier
un débat républicain de responsabilité. Débat entre éclairer. Le président de la République, vous proposez? Non, d'abord, ouais, au niveau de l'Assemblée, parce que nous sommes la représentation nationale. Justement. Article 5 de la Constitution. Oui. Le peuple est souverain, mais il existe une souveraineté, notamment par ses représentants que nous sommes. Et la population suit. Nous sommes des députés, nous sommes à l'écoute de la population. Et vous, les médias aussi, vous savez ce que la population en pense. C'est pour cette raison qu'in fine, j'ai fait une proposition. Je comprends, et merci beaucoup pour votre question, je comprends que parfois il y a des réactions d'autodéfense. Tu vois, moi j'ai décidé, on me lance un défi, je continue, et celui qui veut n'a qu'à faire ce qu'il veut. Alors, ça signifie quoi concrètement? Vous n'allez pas déplacer la CENI de sa position, surtout qu'elle entre dans le débat politique. Alors, il y a des institutions qui ont en charge la première responsabilité de la gestion de notre destin commun. Le président de la République, le Parlement, le gouvernement. Alors vous c'est pour ça que j'ai proposé que dans les cadres de interinstitutionnel, il est essentiel que le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le Premier ministre, accompagné bien évidemment du ministre qui a la charge du dossier, le ministre de l'Intérieur, autour du chef de l'État. Pour aboutir à quoi? Mais oui, ils vont examiner toutes les contraintes. Je ne parle pas de contraintes au sein de la CENI qui ont été soulevées et de celles de la CENI et ce que nous disons nous autres, pas moi seul, vous avez suivi le débat à l'Assemblée nationale, froidement, et qu'ils offrent comme premier responsable du destin des Congolais, de l'image de notre pays, qui nous offre une autre perspective électorale, plus apaisée, plus consensuelle, plus transparente, qui va nous permettre, nous le Congolais, de faire de bonnes élections et les gens vont nous applaudir. Je vais vous poser la question, vous êtes de la majorité présidentielle, il y a des observateurs, des analystes qui disent que vouloir s'accrocher à ce calendrier tel que publié par la CENI, c'est vouloir le glissement, puisque au-delà des contraintes, ça va aller au-delà de 2016, ça va repousser le reste des scrutins prévus dans ce calendrier. Est-ce que c'est aussi votre crainte, hein? Le dépassement au-delà de 2016. Si vous remarquez bien, que vous refusez. Si vous m'avez suivi, je n'ai pas voulu parler de glissement et je l'ai fait volontairement. Jusqu'à aujourd'hui, je ne parle jamais de glissement. Vous ne trouverez jamais cela dans mon discours. Mais vous craignez qu'on aille au-delà de 2016. Je vous en prie. Non. Moi, je vois le problème dans sa globalité. Dans sa globalité. En fait, on a une globalité qui implique également l'au-delà de 2016. Attendez un peu là. On a déjà fait le glissement avec les assemblées provinciales, les gouverneurs de province et de Sénat. Est-ce que vous contestez ça? On peut faire aussi le glissement avec la présidentielle. Je ne dis pas ça. Je vais dire ceci. Un glissement prémédité est contraire à la Constitution. Si glissement il peut y avoir, il ne peut être qu'un cas de force majeure, c'est-à-dire imprévu et imprévisible. Ce schéma va nous amener dans ce cas de force majeure. Attendez un peu, encore que. Non, le cas de force majeure, imprévu, imprévisible. Encore que, on ne le dit pas. On ne peut pas avoir des glissements, même si il arrivait aujourd'hui un cataclysme naturel. Ça peut venir. Une catastrophe telle qu'on ne peut même pas se déplacer. Il faut faire intervenir la Cour constitutionnelle. On ne parle pas de cela. Rappelez-vous, lorsque nous avons eu un problème pour organiser le deuxième tour, qu'est-ce qu'on a fait? La Constitution prévoyait 15 jours. On s'est adressé à la Cour suprême, faisant office de Cour constitutionnelle, qui a rendu un arrêt de principe qui nous a permis de faire 45 jours. Donc, même si il se produisait aujourd'hui un cas de force majeure, il faut à tout prix que la Cour constitutionnelle intervienne. Donc, c'est pour ça que je ne parle pas de glissement comme ça. Non, ce niveau, vous proposez qu'on fasse un break et qu'on remette le compteur à zéro ou ce que je propose maintenant, madame, est très simple. Voilà. L'urgence, la priorité, et je l'ai déjà dit à la tribune de l'Assemblée nationale, ce sont les provinciales, les élections de gouverneurs, vice-gouverneurs et de sénatoriales. C'est pour cela que j'encourage les gens à aller déposer des dossiers pour les provinciales. Il faut que les gens se déclenchent. Je regrette justement en ce qui concerne le dépôt, le retrait des candidatures, on n'a pas vu les grands partis se mobiliser. Est-ce que c'est pour dire que même ces partis remettent également le plus souvent c'est au début, de la première semaine, c'est sur le détail parce que ça va être sous pression, vous allez voir les gens vont venir. Le drame c'est que moi je n'ai pas compris pourquoi on a pris moins de 30 jours. Ça c'est du 15 avril au 5 mai, ça vous fait combien? Ça vous fait 20 jours. Pour quelle raison? Voilà encore quelque chose que moi je ne comprends pas, que les gens ne comprennent pas. Donc c'est ce que je dis d'un mot. On fait ça
Les locales, les municipales, on les reporte. La mise en œuvre, l'installation de nouvelles provinces, on le fait selon la philosophie du départ. Graduellement, on rationalise, on voit nos ressources, on voit tous les problèmes qui sont autour de ça. Et puis nous allons à l'Assemblée nationale, monsieur le député, on vous a suivi conclure lors du débat général de la question orale adressée au vice-ministre de l'Intérieur. Vous avez dit à peu près, au vice-premier ministre Évariste Bochab, vous avez dit à peu près que les présidents des deux chambres, le premier ministre, se réunissent autour du chef de l'État pour lui dire la vérité. Pas pour lui dire la vérité, pour lui dire, examiner la situation. Alors, avec ça veut lui. dire que quelque part il y a un déficit communicationnel où le vrai problème n'est pas posé au chef de l'État par moi je pense que le reste des institutions en dehors. Nous n'avons pas tous joué franc jeu entre nous. J'ai dit nous n'avons pas tous. Il y en a qui ont une fausse timidité, je l'ai dit en plénière, mais la fausse timidité trouble tout le temps la conscience. Il y en a qui se disent, bon, elle a fait de tout le monde, elle a fait de personne. Il y en a qui disent, ben, si vous sortez ce problème-là, on va vous jeter une flopée d'injures, d'attaques, on peut même vous menacer physiquement. Actuellement, je ne suis pas encore menacé physiquement, mais bon, vous savez ce qui se passe, Internet, journaux, tout et tout et tout. Alors on se dit, bon écoutez, les faits vont eux-mêmes se dénouer. Et c'est ce qui fait qu'on se regarde et les plus audacieux imposent leur point de vue. Vous comprenez? Donc, je peux dire que, d'un mot, on n'a pas été sincère avec soi-même, entre nous et avec les réalités. Vous pouvez ne pas accepter ce que je dis. Et Henri Thomas Lokondo l'a dit. Le temps, c'est le médecin qui guérit toutes les maladies. Le temps, c'est le juge qui rend des sentences à tout moment. Et les réalités vont nous régler des comptes. On va presque terminer cet entretien, monsieur le député. Des sources officieuses. Ouais. Entre guillemets, je parle au conditionnel, dit qu'il existerait au sein de la majorité présidentielle un groupe des fissures, notamment un groupe de 7. Cette partie ou regroupement, vous ferez partie de cette partie. Vous êtes bien provocatrice. Voilà, on dit que vous, Christophe Lutundula, vous faites partie de ce groupe de 7 qui refuse contre toute attente aller au-delà de 2016. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que la question orale traduit exactement je ne suis pas le porte-parole dans le couloir du groupe de G7, parce qu'on nous appelle comme ça. Je suis parmi les signataires des lettres adressées au président. Ce n'est un secret pour personne. Il n'y a pas de dissidence dans la majorité. Il y a des hommes, des femmes aussi qui ne se sont pas exprimées. Mais une majorité qui montre ses fissures. Mais bon, écoutez, c'est pour ça que je dis que la transition de mentalité va durer longtemps. Malheureusement pour nous. Il faut comprendre que nous sommes en démocratie. Nous ne sommes plus sous le régime de parti-État. Alors, je vais vous laisser terminer votre idée sur la question, sur le groupe A7. Sur la question. Je ne suis pas le porte-parole du groupe A7. Mais pour ce qui me concerne personnellement, je crois qu'aujourd'hui, le débat sur la Constitution est dépassé. Révision, changement, c'est dépassé. Ce débat-là, il faut l'oublier. Je vous ai dit, madame, nous ne devons pas être un pays qui fait maintenant, ça fait combien? 5 ans d'indépendance, nous ne faisons que discuter de l'organisation du pays. Mais quand est-ce qu'on va se consacrer rien qu'au problème de développement? Ce problème est dépassé. Il y a eu des options fondamentales levées à la conférence, consolidées à Sun City, approuvées par le peuple dans un référendum très libre, le premier référendum le plus libre de la République. On n'y reviendra plus. Donc ce problème de la Constitution, ce que moi je demande à la famille politique, c'est de retrouver la sérénité, de consolider ses rangs, de s'organiser pour aller vers les élections, vers l'alternance démocratique que nous devons parrainer, que nous devons patronner. Nous avons travaillé ensemble. Nous avons donné d'autres perspectives. Le Congolais est optimiste aujourd'hui. Ne détruisons pas cette œuvre-là. Dernière question. 2016, majorité présidentielle avec ou sans Joseph Kabila? Pourquoi vous dites avec ou sans Joseph Kabila? Joseph Kabila ne vous a jamais dit qu'il est candidat. Il vous a jamais. Est-ce qu'il vous a dit un jour ça, madame? Vous savez, le président a déjà abordé cette question une fois. Après sa prestation seulement. Vous êtes de la presse, vous devez le savoir.
il y a eu une conférence de presse au Palais de la Nation. Je crois que c'est Moussa Koeno qui lui a posé la question sur le mandat, l'article 220, je crois l'article 71. Qu'est-ce que le président a dit? Une courte réponse. Je le sais. Monsieur le député Voilà. Christophe Lutundula, merci d'être venu. Quels sont vos rapports avec le gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi? Ce monsieur-là, je ne sais pas si il me connaît parce qu'il me voit à la télé. Hein. Je le connais, je vois à la télévision. Et je ne sais pas si il a vraiment une idée exacte de ce que je suis, moi non plus. Mais je souhaite quand même le rencontrer parce que j'ai l'impression que tout le monde veut que je le rencontre. Merci de rencontrer. Vous avez compris, c'est quand même anormal. Le sens de ma question. C'est quand même anormal que tous au cadre de la majorité, qu'on ne se soit jamais rencontré. Et puis, attention, je vais être encore plus loin avec toi. Si aujourd'hui Moïse Katumbi démissionne, il faut bien retenir du PPRD, parce qu'il a dit qu'il est du PPRD. Je vais lui demander, monsieur le gouverneur, de me mettre dans mon parti. Merci beaucoup, monsieur Lutundula, qui fait bien le Ponce Pilate, puisque on connaît le jeu politique, comment ça se passe. De toute façon, avec votre point de vue, si vous vous représentez en 2016, vous serez élu, puisque vous vous alignez maintenant du côté de la majorité. En fait, vous êtes malin, hein, c'est ça la politique. De toute façon. Non, madame, c'est très grave ce que vous dites là. Moi, je suis un homme de conviction. Vous avez suivi Martin Fayoulou, l'intervention. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Je retrouve Christophe, je sais qu'il a toujours été victime de son indépendance d'esprit et de sa liberté d'opinion. Christophe Lutundula, député national élu de Katakokombe dans le Kasaï oriental. C'était lui notre invité de ce soir. C'est avec lui que nous nous sommes entretenus, mesdames et messieurs. Merci beaucoup de nous avoir suivis et merci à vous, monsieur le député, d'avoir fait le déplacement pour cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine. Un grand merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné ce soir. Doudou Kassouba à la caméra, Carlos Bakassa, Philemon Zao, ainsi que monsieur Patrice Mangenda au programme. Inch'Allah, portez-vous bien et très bonne suite de programme sur nos antennes. Bonsoir.